Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va s'attaquer à un sujet qui, honnêtement, me donne un peu le vertige. On parle d'argent, de robots et de la fin du travail tel qu'on le connaît. Thomas, aujourd'hui on met les pieds dans le plat, le revenu universel. Est-ce que c'est une utopie de gauchiste ou le seul moyen de sauver le capitalisme ? Bonjour Sarah, c'est marrant que tu le formules comme ça parce que c'est exactement le cœur du problème. On a longtemps vu le revenu universel, ou UBI pour les intimes, comme une idée très sociale, voire socialiste. Mais aujourd'hui, les plus grands défenseurs du concept sont dans la Silicon Valley. Et croyez-moi, ce ne sont pas des philanthropes désintéressés. C'est ça qui est fascinant. On parle de types comme Sam Altman, le patron d'OpenAI, ou Elon Musk. Mais avant de parler de leurs solutions, il faut qu'on comprenne le problème. Thomas, pourquoi est-ce que ce sujet revient sur la table maintenant ? On en parlait déjà il y a 50 ans. C'est simple, Sarah. L'équation économique est en train de casser. Jusqu'à présent, le pacte social était clair. Tu vends ton temps et ta force de travail contre un salaire. Ce salaire te permet d'acheter ce que les entreprises produisent. La boucle est bouclée. C'est le Fordisme de base. Henry Ford augmentait ses ouvriers pour qu'ils puissent acheter ses voitures. D'accord, mais ça, c'est la base de notre société depuis la révolution industrielle. Qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est le coût marginal de l'intelligence. Imagine un robot ou une IA. Elle ne dort pas. Elle ne prend pas de vacances, elle ne se syndique pas, et surtout, son coût d'opération tend vers zéro. Si un robot humanoïde ou un algorithme peut faire ton travail pour l'équivalent de 2 € de l'heure, ton travail ne vaut plus rien sur le marché. C'est brutal, mais c'est mathématique. Donc, si je te suis bien, le problème n'est pas que les robots vont nous tuer façon Terminator, mais qu'ils vont nous mettre au chômage technique permanent. Pire que ça, ils vont casser le cycle de la consommation. Si l'IA remplace les cols bleus dans les usines et les cols blancs dans les bureaux, qui va avoir un salaire ? Et si personne n'a de salaire, qui va acheter les produits fabriqués par les robots ? C'est le paradoxe du capitalisme automatisé. On va se retrouver avec une production infinie et une demande nulle, faute de pouvoir d'achat. C'est effrayant vu comme ça. On dirait une crise de surproduction puissance 1000. Donc l'idée, c'est de donner de l'argent aux gens juste pour qu'ils continuent à consommer. Ça ressemble à une perfusion économique ? C'est une façon de voir les choses. Les économistes appellent ça découpler le revenu du travail. Si le travail n'est plus nécessaire à la production de valeur, alors le revenu ne doit plus dépendre du travail. C'est une nécessité structurelle. Si tu ne donnes pas d'argent aux gens, le système s'effondre sur lui-même. Bon, ça, c'est la théorie apocalyptique. Mais on a quand même des données, non ? Je vais dire, on a testé ça. J'entends souvent dire que si on donne de l'argent gratuit aux gens, ils vont juste rester dans leur canapé à regarder Netflix et à manger des chips. C'est le cliché du hamac. Ah, le fameux mythe de la paresse, c'est l'argument numéro 1 des détracteurs. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les données disent le contraire. On a eu des expériences majeures, en Finlande par exemple sur 2 ans, au Kenya avec l'association Give Directly, et même à Stockton en Californie. Et alors, ils ont acheté de la drogue et des jeux vidéo ? Pas du tout. À Stockton par exemple, on a donné 500 $ par mois à des familles précaires. Résultat, la dépense numéro 1 c'était la nourriture. Ensuite, les factures, l'essence pour la voiture. Moins de 1% de l'argent est parti dans l'alcool ou le tabac. Mais le plus surprenant, Sarah, c'est l'effet sur l'emploi. Ils ont arrêté de bosser ? Non, au contraire. Dans beaucoup de cas, l'emploi à temps plein a augmenté. Pourquoi ? Parce que quand tu as ce filet de sécurité, tu n'es plus en mode survie. Tu as le temps de chercher un meilleur job, de payer une formation ou de réparer ta voiture pour aller à un entretien. L'argent a agi comme un plancher, pas comme un plafond. Ça a libéré de la charge mentale. C'est contre-intuitif. On imagine toujours que la nécessité est le meilleur moteur. La peur est un moteur pour la survie, pas pour la productivité ou la créativité. En Finlande, les résultats étaient plus nuancés sur l'emploi. Ça n'a pas massivement créé de job, mais le bien-être mental a explosé. Moins de stress, moins de maladies, plus de confiance dans les institutions. Et dans un monde où l'IA va gérer les tâches répétitives, on a besoin d'humains qui sont créatifs, posés et en bonne santé mentale. Pas de gens stressés par leur loyer. D'accord, je veux bien croire que les gens sont plus vertueux qu'on ne le pense. Mais Thomas, on parle de sommes astronomiques. Si on doit verser, disons, 1 000 € par mois à chaque adulte en France ou aux États-Unis, on parle de trilliards. Qui paie ? L'État est déjà endetté jusqu'au cou ? C'est la question à 1000 milliards, le financement. Il y a plusieurs écoles. La méthode traditionnelle, c'est la redistribution fiscale. On taxe les riches pour donner aux pauvres. Mais avec l'UBI, ça ne suffit pas. Il faut aller chercher l'argent là où la valeur est créée. Donc on en revient au robot ? La fameuse taxe robot dont parlait Bill Gates ? Exactement. Si une entreprise remplace 1000 employés par un algorithme, elle ne paie plus de charges sociales, plus d'impôts sur le revenu via ses salariés. L'idée est de taxer le travail effectué par la machine. Tu taxes la productivité du robot pour financer l'humain qui l'a remplacé.
Mais c'est techniquement possible. Comment tu définis ce qu'est un robot? Est-ce que Excel est un robot parce qu'il a remplacé les comptables des années 50? C'est l'enfer fiscal à définir, tu as raison. C'est pour ça que d'autres, comme Sam Altman, proposent une approche différente, plus radicale. Lui, il parle de l'American Equity Fund. En gros, au lieu de taxer le profit, on taxe le capital. Imagine que chaque année, les très grandes entreprises d'IA doivent verser 2,5% de leur valeur boursière dans un fonds commun distribué aux citoyens. Attends, donc on deviendrait tous actionnaires de la Silicon Valley? En quelque sorte, si l'IA génère une richesse infinie, comme ils le promettent, alors cette richesse doit être un dividende pour l'humanité, pas juste pour les actionnaires de Microsoft ou Google. Altman teste même ça avec son projet WorldCoin. Tu sais, le truc où on scanne ton iris. Oui, ça fait très dystopique. Scanner ses yeux pour recevoir de la crypto-monnaie. Mais il y a un risque énorme d'inflation, non? Si tout le monde a 1 000 € de plus demain matin, mon boulanger va juste augmenter le prix de la baguette? C'est le risque principal. Si l'offre de produits n'augmente pas, les prix montent. C'est la loi de l'offre et de la demande. Mais les techno-optimistes te diront que l'IA va faire s'effondrer les coûts de production. Si le robot fait la baguette pour 0 centime, même avec plus d'argent en circulation, le prix de la baguette pourrait baisser. C'est un pari sur la déflation technologique contre l'inflation monétaire. C'est un sacré pari. On joue un peu aux apprentis sorciers avec l'économie mondiale. Mais imaginons que ça marche. Imaginons qu'on trouve l'argent, que les robots bossent et qu'on reçoit tous notre virement le 1er du mois. Ça nous amène au dernier point, peut-être le plus important, le sens de la vie. Ah, la philosophie. Mais oui, notre société est construite autour du travail. Tu fais quoi dans la vie? C'est la première question qu'on pose en soirée. Si on enlève le travail obligatoire, qu'est-ce qu'on devient? Des légumineuses devant des écrans? Ou est-ce qu'on va tous se mettre à la poterie et à l'écriture de romans? C'est là que le débat devient fascinant. Historiquement, le travail salarié est une invention récente. Pendant des millénaires, on travaillait pour survivre. Point. L'idée que le travail te donne ton identité, c'est très moderne. Le revenu universel pour ses défenseurs, c'est la libération ultime. C'est le passage du droit au travail au droit à la vie. C'est beau dit comme ça, mais est-ce que l'humain est câblé pour ça? On a besoin de contraintes pour avancer, non? Si je n'ai pas besoin de me lever le matin pour payer mon loyer, est-ce que je me lève quand même? Certains ne se lèveront pas, c'est sûr. Il y aura une période de flottement, peut-être même de dépression collective. Mais regarde les retraités aujourd'hui, ceux qui sont en bonne santé et qui ont une bonne pension. Est-ce qu'ils ne font rien? Non, ils s'occupent des associations, ils gardent leurs petits-enfants, ils voyagent, ils apprennent. Ils sont actifs, mais non productifs au sens capitaliste du terme. Donc on deviendrait une société de retraités actifs? Ou une société d'aristocrates. Pense à la noblesse du XVIIIe siècle. Ils ne travaillaient pas, ils avaient des rentes. Et pourtant, ils faisaient de la science, de la politique, de l'art. L'IA pourrait faire de nous tous des aristocrates, avec les robots comme serfs. Le défi, c'est de trouver du sens en dehors de la fiche de paye, de passer de la pyramide de Maslow où on lutte pour manger, au sommet de la pyramide où on cherche l'accomplissement. C'est vertigineux. Ça demande une rééducation complète de nos valeurs. On ne jugerait plus quelqu'un sur sa réussite professionnelle, mais sur quoi? Sa gentillesse, sa créativité? Sa contribution humaine, le lien social, l'art, l'éducation, tout ce que les robots ne savent pas encore bien faire. Au fond, le revenu universel, ce n'est pas une question économique, c'est une question de civilisation. Est-ce qu'on est prêt à accepter que la valeur d'un être humain ne dépend pas de son utilité économique? L'utilité économique, ça fait froid dans le dos quand on y pense. En tout cas Thomas, ce qui est sûr que ce débat ne fait que commencer. Avec l'arrivée de GPT-5, 6 et les suivants, cette discussion va passer de la théorie à la pratique beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Absolument. D'ici 10 ans, ce ne sera plus un débat de salon, ce sera l'enjeu politique numéro 1 de toutes les élections. Merci Thomas pour cet éclairage. On ne sait pas si on doit être effrayé ou excité, mais au moins on est prévenu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. D'ici là, continuez à travailler, tant que vous le pouvez encore. Au revoir Sarah.